Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons devoir parler du nouveau gouvernement qui a été publié, qu'on appelle actuellement le gouvernement Souminois II. Et de ce gouvernement, je ne cache pas ma déception quant aux attentes qu'on avait du gouvernement qui devrait sortir. Parce que, souvenez-vous, lors de l'annonce de ce gouvernement, il y avait des objectifs qui ont été fixés à atteindre par rapport à la situation politique sécuritaire du pays. Et parmi ces objectifs, nous avons premièrement la réduction de l'effectif pour permettre au gouvernement ou sinon au pays d'économiser de l'argent par rapport à la gestion aussi de la guerre qui coûte cher au pays. Nous avons également l'ouverture vers l'opposition afin de garantir un peu un apaisement des tensions internes au sein de l'opposition qui est dans le pays. Et nous avons comme étant troisième objectif, profiter de la situation afin de dégager ou sinon de limoger les ministres qui sont moins performants dans le gouvernement. Mais de tous ces objectifs, je ne vois pas quel est cet objectif-là qui a été atteint comme tel. Si on revient à l'effectif du gouvernement. Plusieurs personnes diront qu'on est passé de 54 ministres à 53 ministres, c'est-à-dire qu'il y a eu une réduction. Mais normalement, on est capable de faire plus que cela. On est capable d'atteindre une trentaine de ministres au lieu d'une cinquantaine de ministres. Imaginez l'argent qu'on économiserait en ne payant pas ces ministres-là, en ne dépensant pas pour ces ministres-là, parce que chaque jour, les ministres coûtent à l'État. Mais on a l'impression que les ministères sont créés pour satisfaire une certaine frange des partis politique ou une certaine frange des personnes. Revenons un peu dans la composition du gouvernement. Je vais vous montrer comment on peut arriver à réduire ce gouvernement et quels sont les ministères qui sont entre guillemets pas nécessaires ou les ministères qu'on pourrait fusionner avec d'autres ministères et d'ailleurs qui donneraient un bien meilleur résultat par rapport à l'efficacité de leurs services. Parce que c'est parmi les objectifs qui ont été annoncés. Mais apparemment, on n'a même pas respecté cela. Voyons d'abord les ministères qui ont été annoncés et quels sont les ministères qu'on pourrait d'ailleurs écarter de la liste ou fusionner avec d'autres ministères. Alors, la première ministre est connue. Parmi les vice-premiers ministres, nous avons les ministères de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Transport, Désenclavement et Voies de communication, Défense nationale et anciens combattants, Économie nationale, Budget, Fonction publique, modernisation et innovation. Il n'y a rien à dire par rapport à ces ministères ou sinon ces vice-premiers ministres qui sont cités ici. Mais à part cela, nous avons les ministres d'État. On a les ministères de plan et coordination au développement, le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora. Je vais revenir par rapport à ces ministères. Nous avons l'agriculture et sécurité alimentaire. Je vais aussi revenir par rapport à ce ministère. Nous avons le ministère de l'Industrie. Nous avons le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité. Nous avons le ministère de la Justice, Garde des Sceaux. Nous avons le ministère des Hydrocarbures, Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Formation professionnelle, nous avons aussi le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Nous avons le ministère du Développement rural. Nous avons aussi le ministère des Relations avec le Parlement. Ça, ce sont les ministères d'État. Mais vous allez vous rendre compte, surtout lorsque je vais parler des ministères comme tels, de ministres simples, vous allez vous rendre compte que plusieurs ministères pourraient être fusionnés déjà avec certains ministères. On appelle ici les ministères d'État. Alors, parmi les ministères, nous avons le finance, la santé, le commerce. Alors, parlant du ministère du commerce, pourquoi ne pas fusionner les ministères du commerce avec le ministère de l'industrie? Je ne sais pas pourquoi on a eu à scinder ces ministères-là. Parlons aussi des ministères de l'environnement. On a aussi les ministères des infrastructures et travaux publics. Nous avons les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais pourquoi? D'ailleurs, avant, c'était le cas. Pourquoi ne pas fusionner tous les ministères en rapport avec l'enseignement pour aussi essayer de donner une ligne droite par rapport aux objectifs du pays, par rapport à la formation qu'on cherche pour le pays? Est-ce qu'on a besoin de plus d'agriculteurs? Est-ce qu'on a besoin de plus d'ingénieurs? Est-ce qu'on a besoin? Apparemment, l'enseignement est devenu, ou sinon, est quelque chose à l'abandon. Parce que surtout lorsqu'on regarde la formation humanitaire actuelle et la légèreté avec laquelle tout cela est orchestré, plusieurs personnes diront que c'est un conflit de générations parce que vous êtes passé, vous croyez que votre temps est meilleur que les autres. Mais quand on regarde, récemment, il y a eu des examens d'État qui se sont déroulés. Mais il y a un phénomène qui est maintenant normalisé, c'est celui des fuites. Plusieurs personnes savent cela. Et ce n'est même pas quelque chose à cacher. Les élèves, lorsqu'ils viennent pour passer les examens, ils viennent avec des téléphones. Ils attendent des résultats qui viendront d'ailleurs pour cocher. Est-ce que ces gens-là font effectivement leurs examens?
Dans ces cas-là, je dirais non. Ils ne font pas leurs examens. Alors vous voyez, tout ça normalement devrait être mis ensemble pour savoir quelles sont les orientations qu'on devrait appliquer au niveau de l'enseignement. Parce que c'est ça la formation. Ce sont ces gens-là qui sont censés diriger les pays demain. Et on ne doit pas seulement attendre ou sinon diviser tout ça pour essayer de faire de place à des gens. Avant, c'était quand même fusionné. Le ministre qui dirigeait savait donner des orientations pour toute une génération. Normalement, c'est comme ça que le pays fonctionne. Les pays qui ont de la vision, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Bon, ce n'est pas le sujet du jour. Continuons un peu avec le ministère. Nous avons le ministère du Travail. Mais pourquoi ne pas fusionner aussi le ministère du Travail avec celui des Affaires sociales? Parce que d'ailleurs, c'était le cas. Tout ça, vous voyez, c'est une manière de faire du place aux gens. Je ne vois pas pourquoi on doit écarter le ministère du Travail et des Affaires sociales. Nous avons le ministère des Postes et Télécommunications. Nous avons également le ministère de l'économie numérique. Mais parlant de l'économie numérique, pourquoi ne pas garder, parce que d'ailleurs ça vient de là, garder ces ministères dans les postes des télécommunications? Ou sinon même intégrer ces ministères-là comme étant une branche du ministère du Commerce et Industrie. Je ne sais pas pourquoi, pour presque la même mission, pour presque le même travail, on doit toujours scinder ou sinon diviser et donner de la place aux gens, alors qu'on devrait d'ailleurs capitaliser sur l'efficacité par rapport à la coordination du travail ou sinon de ce qu'on recherche dans chaque ministère. Nous avons également les ministères des Mines, les ministères des Ressources hydroélectriques, le ministère des Communications et Médias, le ministère de l'aménagement du territoire. Mais l'aménagement du territoire ici, vous voyez, il y a en fait une certaine ligne étroite entre l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Alors pourquoi ne pas prendre ces ministères-là, mettre cela ensemble? Ou sinon prendre le ministère de l'aménagement du territoire, mettre cela aussi avec le ministère des Affaires foncières, parce qu'il y a aussi le ministère des Affaires foncières à part entière dans ce gouvernement. Passons. Il y a aussi le ministère de l'entrepreneuriat. Vraiment... Le ministère de l'entrepreneuriat vraiment devrait être séparé du ministère du commerce. Pour quelle raison? Pourquoi ne pas rattacher ces ministères-là soit au commerce, soit au ministère de l'économie? Parce que tout ce qu'ils vont faire, ou sinon le ministre, tout ce qu'il va faire comme travail, sera en relation soit avec le commerce, soit avec l'économie. Il y aura vraiment une possibilité très étroite pour avoir des affaires ou sinon de résoudre des problèmes qui sont entièrement dus à l'entrepreneuriat. Parce que pour trouver des solutions dans l'entrepreneuriat, il aura toujours besoin soit d'aller au ministère du Commerce, soit d'aller au ministère de l'Économie. Pourquoi on doit prendre ces ministères-là, sortir cela de ces sphères-là, et puis créer un ministère en part entière? On doit se poser quand même des questions par rapport à cela. Et tout cela, comme je l'ai dit d'ailleurs depuis un moment, c'est pour faire de la place aux gens, c'est pour faire de la place aux personnes. On ne pense même plus à la République lorsqu'on est en train de composer un gouvernement. Apparemment, les objectifs n'étaient que là pour satisfaire ou sinon pour la bouche. On a oublié qu'on devrait réduire le nombre des ministères, le nombre des ministres pour essayer de garantir un peu une certaine économie, une certaine flexibilité par rapport à la situation surtout sécuritaire qui nous guette. Parce que la guerre n'est même pas encore finie. Bertrand Bissimo d'ailleurs l'a déjà répété à plusieurs reprises lorsqu'il a eu à faire une interview à Goma récemment. Essayons un peu d'être un peu plus sérieux. Il y a aussi le ministère du Tourisme. Mais parlant du ministère du Tourisme, pourquoi ne pas rallier ces ministères-là à la culture et art? Il y a également le ministère des Pêches. Auparavant, on avait un même ministère, le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on doit scinder ces ministères-là, parce qu'en réalité, ils ont presque la même mission. C'est dans la même sphère. Mais aujourd'hui, on parle de l'agriculture, ministère de l'Agriculture et Alimentation, je pense, ou Agriculture et Alimentaire. Mais la pêche aussi va toujours dans l'alimentation quand même. Il entre dans la mission d'améliorer l'alimentation de l'État, l'alimentation de la population, voulais-je dire. Mais aujourd'hui, on prend les ministères, on les scinde juste pour faire de la place aux autres. Parce que je ne vois même pas des raisons pour lesquelles on doit scinder ces ministères-là. Revoyons, continuons un peu notre analyse par rapport à ce qu'on voit ici. Nous avons également le ministère des Droits humains. Mais ce ministère, le ministère des Droits humains, pourrait aussi être intégré dans le ministère des Affaires sociales. Pourquoi ne pas l'intégrer là-bas? Ou même, d'une certaine manière, l'intégrer dans le ministère de la Justice, puisque ça parle des droits humains. Pourquoi les scinder? Pourquoi doit exister un ministère pour les droits humains, un ministère pour les affaires sociales, un ministère pour le travail, alors qu'ils font presque le même travail? Tout cela pour juste faire de la place à une certaine frange de la classe politique. Continuons un peu
notre analyse. Il y a aussi le ministère des Affaires foncières. Le ministère des Affaires foncières pourrait aussi être intégré dans le ministère de l'aménagement du territoire. Allons-y. Ministère de l'intégration régionale. C'est quoi alors le rôle du ministère des Affaires étrangères? Si on doit créer un ministère pour l'intégration régionale, qu'en est-il du ministère des Affaires étrangères? Quelle est sa mission? Parce que le ministère des Affaires étrangères pourrait aussi bien jouer ce rôle-là. Je ne vois pas pourquoi on doit diviser. Au sein du ministère des Affaires étrangères, n'y aurait-il pas même une cellule créée pour ça? Il faut qu'on puisse en faire tout un ministère avec toutes les dépenses qui y vont avec. Ça fait pitié. Continuons avec le ministère des Sports et Loisirs. Le ministère des Sports et Loisirs pourrait normalement intégrer aussi le ministère de la Jeunesse. D'ailleurs, auparavant, c'était le cas. C'était le ministère des Sports et Loisirs et Jeunesse. Pourquoi on doit séparer la jeunesse au sport et loisirs? Qu'est-ce qu'on va chercher à promouvoir qui ne serait pas en rapport avec, par exemple, les sports ou les loisirs pour la jeunesse? Il n'y a pas assez de matière à traiter là-dedans, parlant juste de la jeunesse comme telle. D'ailleurs, souvent, ces ministres qui sont dans la jeunesse, souvent ne se font même pas remarquer. Celle qui vient d'être là, qu'est-ce qu'elle a eu à faire comme boulot? D'ailleurs, je vais revenir sur cette question à la fin de la vidéo. Continuons un peu par rapport à l'analyse des ministères qui ont été créés ou sinon présentés et par rapport aux ministres qui ont été nommés. Le ministère des Genres et Familles, vraiment. Est-ce que ce ministère des Genres et Familles ne pourrait pas être intégré dans le ministère des Affaires sociales? Et comme si ça ne suffisait pas, nous avons les ministres délégués, nous avons également les vice-ministres. D'ailleurs, je n'aimerais même pas parler de ces ministères-là. Les ministres délégués, ils vont faire quoi que leur ministère principal ne pourront pas faire? Ils vont faire quoi? Et tout cela est organisé parce que on veut satisfaire tel parti politique, parce qu'on veut satisfaire tel monsieur. Alors, on arrive à un moment où on se dit, mieux vaut créer ou sinon scinder des ministères pour tout papalard. Ça fait pitié, ça fait pitié. Il faudra qu'on puisse être en mesure d'afficher une certaine fermeté. Et c'est parfois ce qui manque de foi au président de la République, cette fermeté-là. Parce que lorsque vous revoyez bien, même la dernière fois, je pense que c'était la dernière fois qu'il est passé sur Top Congo, lors de son élection, quand on lui posait des questions, vous sentez que c'est quelqu'un qui ne veut pas fâcher au fait son cas en lui. Il ne veut pas s'embrouiller avec sa majorité. Alors, il préfère le mettre à l'aise pour que lui aussi puisse être à l'aise en quelque sorte. Mais tout cela n'aide pas le pays. Aujourd'hui, il a montré la fermeté devant le M23 en ne libérant pas les prisonniers que réclament, plus de 700 prisonniers qui réclament les M23. Là, je l'applaudis parce qu'on ne peut pas libérer quand même tout le monde. On doit étudier les cas par cas. Aujourd'hui, vous travaillez contre la République, on vous arrête. Certaines personnes tiennent les armes, tuent la population. Et puis, on vient au nom du dialogue, on vient te libérer, alors que parfois, si quelqu'un qui ne mérite même plus d'apparaître ou sinon de vivre en société, où serait alors la place de la justice dans tout ça? Là, vraiment, je l'appuie. On ne peut pas libérer tout le monde, mais il faut aussi savoir être ferme avec ton camp, avec ceux avec qui tu diriges. C'est ça aussi, diriger. On ne doit pas seulement choisir à un certain moment la facilité. Alors, si on faisait tout ça, on arrivait à réduire de la manière dont je vous ai un peu démontré ici, les ministères, vous allez vous rendre compte qu'on peut atteindre une trentaine de ministères. D'ailleurs, je fais un tableau ici que je vais afficher pour un peu voir quels sont les ministères qu'on peut enlever ou sinon les ministères qu'on peut fusionner avec d'autres, parce qu'on n'est pas obligé du moins d'avoir tous ces ministères-là. Tout ça, ça coûte de l'argent au pays alors qu'on doit économiser, qu'on doit fournir des efforts de guerre, qu'on doit fournir des efforts sociaux, qu'on doit fournir... Il y a tellement de choses à faire dans les pays. Tellement de choses. Et si les partis politiques s'érigent en un obstacle pour le développement, pour l'économie, pour la stabilité politique du pays, pour la stabilité même sécuritaire, parce que les crises sécuritaires découlent souvent des crises politiques, je pense qu'il serait mieux maintenant de réorganiser les partis politiques au pays, parce que nous avons plus de 900 partis politiques. Et pourquoi est-ce nécessaire d'avoir plus de 900 partis politiques? Parce que les partis politiques, normalement, représentent des idées. Plus de 900 idées dans un seul pays, plus de 900. Et d'ailleurs, la plupart de ces partis politiques ne sont même pas viables. D'autres partis politiques existent parce que il y a eu, ou sinon il y a un député, ou sinon il y avait un député par le passé. Il s'est retrouvé à avoir un peu d'argent et autres. Il s'est dit, mieux vaut que je puisse créer mon parti politique. Si les partis politiques continuent à s'ériger en obstacle par rapport au développement, à l'organisation et à la stabilité politique et sécuritaire du pays, je pense qu'il serait temps de faire une réforme profonde par rapport
rapport à cela et d'éviter aussi les intermittations parce qu'il y a des députés qui sont des vrais commerçants au Parlement, qui sont des vrais commerçants politiques. Pour eux, ceux-là ne se retrouvent jamais dans l'opposition. Et là où il y a le pouvoir, c'est là où ils sont. C'est quelque chose aussi sur lequel on doit vraiment réfléchir. Passons au deuxième objectif qui avait été annoncé, c'est lui d'écarter les ministres moins performants. Mais avec la liste qui a été publiée, on remarque qu'il y a eu ce que je pourrais appeler des mercatos politiques ou sinon des mercatos gouvernementaux. Tu quittes ces ministères pour aller de l'autre côté, tu quittes de ces ministères pour aller de l'autre côté. C'est vrai que certains ont été écartés, mais la plupart qui sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Quel est leur bilan dans leur parcours? Quand je parle par exemple du ministre de la Jeunesse qui était là, on a eu à mettre ministre délégué aux Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'elle a eu à faire comme travail? Quel est son bilan? Je n'ai rien contre elle personnellement, mais je vois juste le travail qu'elle a eu à accomplir pour le pays. Est-ce que ce travail-là est suffisant pour justifier sa reconduction ou sinon sa mutation vers un autre ministère? C'est le chef qui connaît les raisons de sa nomination, mais sinon, ça ne convainc pas. Et nous qui sommes la population, qui voyons comment les gens travaillent, qu'est-ce que fait tel ou tel autre ministre? Vraiment, personnellement, je ne suis pas convaincu. Alors, quand vous voyez tout ça, vous vous dites, de qui se manque-t-on? De la population ou quoi? Aujourd'hui, on parle de l'ouverture vers l'opposition comme étant le troisième objectif. Est-ce dans ce gouvernement, il y a ouverture vers l'opposition? Non, il n'y a pas d'ouverture vers l'opposition. On va parler d'Adolphe Muzito. Est-ce Adolphe Muzito, c'est vraiment un opposant? Adolphe Muzito n'est vraiment pas un opposant. Son opposition à lui, c'est le fait de ne pas appartenir ou de ne pas être dans l'union sacrée, c'est tout. Quand on parle du ministre qu'on a eu à nommer au ministère de la Justice, c'est vrai que c'est quelqu'un qui critiquait ou qui critique les régimes passés et quelquefois les régimes actuels, mais ce n'est pas quelqu'un du terrain. C'est quelqu'un qui a été à l'étranger, bien sûr exilé, mais il n'a pas la caricature ou sinon la posture d'un vrai opposant comme les serrés de Martin Fayulu et autres. Et d'ailleurs, ce que Félix Tshisekedi a voulu faire aux opposants, c'est très malsain, bien qu'étant politique. Il a voulu offrir au camp Martin Fayulu un cadeau empoisonné, l'inviter sans dialogue à entrer au pouvoir. Mais cela changerait quoi en fait? Donc on est encore au niveau où on s'est dit que non, toute solution c'est le partage du pouvoir. Toute solution au problème c'est le partage du pouvoir. On n'arrive pas à entrer dans une forte analyse pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on devrait faire ici et là. Et c'est vraiment regrettable. Tout ça, celui qui encaisse, c'est la population. C'est la population qui encaisse. Alors, c'est à nous maintenant de savoir être un peu plus vigilants par rapport à ces situations-là, de se dire que telle ou telle autre personne n'a pas eu à travailler, n'a pas eu à bien travailler. On ne les votera pas aux élections futures. Aujourd'hui, on a seulement un œil très attentif par rapport aux élections présidentielles. Mais les élections des députés, surtout les députés nationaux, c'est vraiment très important. Parce qu'ils ont un grand pouvoir, ils ont un rôle très capital à jouer dans la gestion et dans l'administration du pays. Si ces gens-là sont manipulés, si ces gens-là sont manipulables, si ces gens-là se retrouvent être juste récompensés à travers des liens politiques ou sinon des liens quelconques pour être nommés ou sinon pour se retrouver comme étant des députés nationaux, ces gens-là ne vont pas travailler pour la population. Et c'est là où j'aimerais terminer cette vidéo. Inviter la population à avoir un peu plus conscience sur le rôle des députés, sur le rôle que jouent ces gens-là. On ne doit pas seulement s'atteler sur une vigilance au niveau présidentiel, mais on doit aussi savoir examiner et savoir reconnaître que les députés nationaux ont un pouvoir extraordinaire. Si le Parlement ne fonctionne pas bien, rien ne marchera parce que le Parlement va jouer un contrepoids quant aux abus ou sinon on manque même des résultats du gouvernement ou d'un gouvernement. Mais est-ce que le Parlement actuel est à mesure de faire cela? Je ne suis pas sûr. Soyons un peu plus raisonnables par rapport à ces situations-là. C'est la réaction que je voulais avoir par rapport à la publication du nouveau gouvernement Soumi Noadé et je vous dis merci.